bonsoir. Dans l'actualité, les recommandations de la Commission de réforme des institutions. Le rapport soumis au chef de l'État propose, entre autres, pour les députés, la limitation des mandats à 3. Certains députés manifestent leur désaccord. La déclaration de patrimoine pour les députés, l'essentiel de la place Soweto, est favorable à la suggestion de Imam Mbaye exprimée hier. La lutte ce soir sur les cuisses de poulet importées, le marché noir de la volaille surgelée expose les consommateurs à de nombreuses maladies. La Commission nationale de réforme des institutions a présenté son rapport au président de la République. Parmi les recommandations de la CNRI, la limitation du mandat des députés à 3, des indemnités au lieu de salaire. Notez également la fin de cumul de mandats, des propositions qui ne font pas l'unanimité à la place Soweto. Mardien Chérif Dia. Si la proposition de réforme du Parlement est appliquée, aucun député ne pourra plus bénéficier de plus de 3 mandats successifs. 3 mandats me semble un peu trop. Je crois que la limitation des mandats qui applique au président de la République de 2 ans doit être universelle dans notre pays, qu'on ne doit pas avoir plus de 2 mandats. Moi, je suis contre la situation de Amadou Matambo. Je la respecte, hein, par son âge et tout, et de par son expérience. Mais je dis que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Sénégal. Les mandats d'un député, un député peut avoir 20 ans, 21 ans. Vous lui donnez 3 mandats. Ça veut dire qu'à 35 ans, il n'a plus le droit d'être député. Je pense que la limitation des mandats des parlementaires, pour moi, ce serait antidémocratique. Autre pomme de discorde notée dans les recommandations du rapport de la Commission nationale de réforme des institutions, la fin du cumul des mandats chez les parlementaires. Je suis contre le cumul des mandats et je ferai tout pour me l'appliquer moi-même. Je crois que le président déjà avait émis cette idée. Il y avait parmi nous des gens de la paix qui n'étaient pas favorables. Mais je crois qu'il faut penser à la démocratie et non nos postures personnelles. C'est des fonctions électives. C'est parce que ça, c'est les populations qui décident. Ce n'est pas un État qui décide pour dire que je mets quelqu'un à ce poste, je mets l'autre à ce poste. Donc apparemment vous êtes contre. Je suis contre les profs. Je suis contre. Moi, vous savez, je ne fais jamais de langue de bois. L'idéal est que, à terme, qu'on puisse aller à un non-cumul des mandats, parce que quand même, on a énormément de ressources dans ce pays-là. La Commission nationale de réforme des institutions a également recommandé dans son rapport des indemnités aux députés à la place des salaires. Retour à présent sur le contexte de naissance de cette commission, sa mission de base également, un récit de Daniel Diouf. La réforme des institutions, un des engagements phares du candidat Macky Sall à la dernière présidentielle. Dès son élection, il met en place une commission chargée de cette mission le 26 mai 2013. Elle est dirigée par le professeur Amadou Martambo. Elle doit mener de larges consultations et recueillir les avis et suggestions sur les changements à apporter à la Constitution. Objectif principal: consolider la démocratie sénégalaise par un renforcement d'une séparation des pouvoirs exécutifs, parlementaires et judiciaires et celui du contrôle citoyen. Entre autres acteurs impliqués dans les échanges, des juristes, des organisations syndicales, des partis politiques. Après plusieurs mois de débat, la Commission nationale de réforme des institutions présente à Macky Sall son rapport final avec un projet de constitution. Le document comporte un préambule et 154 articles regroupés en 14 titres divisés en sections. 2 réformes majeures sont proposées dans ce rapport, entre autres la création d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, la limitation du mandat des parlementaires et du président de la République. Last but not least, le président de la République ne pourra plus être chef de parti si toutes ces réformes sont appliquées. Toutefois, le camp présidentiel semble désapprouver cette proposition. Toujours à la place Soweto, le député Imam Mbaye qui fédère l'essentiel de ses collègues autour de son idée de soumettre les membres de la représentation nationale à une déclaration de patrimoine, principe de transparence exigé d'ailleurs par l'UEMOA. La plupart est favorable.
donc sur le code de transparence, c'est une initiative du gouvernement. Le président de la République a proposé un texte. Et dans ce texte, pour le moment, les députés sont exclus. C'est pour ça que Imam Mbaye pense qu'effectivement, il faut y inclure. En tout cas, c'est mon point de vue. Le gouvernement pense le contraire. Mais moi, je considère que, par rapport à ce que je vous dis, sur la directive de l'UEMOA, sur le code de transparence que nous avons voté au Sénégal en 2012, sur la déclaration africaine de bonne gouvernance, mais aussi sur l'enjeu de rassurer les Sénégalais sur la probité des acteurs politiques. Je crois que voilà des raisons multiples qui font que, de mon point de vue, les députés doivent faire leur déclaration de patrimoine en début de mandat et en fin de mandat. Déclaration de patrimoine, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord sur ça. Toutes les personnes doivent pouvoir justifier ce qu'ils ont. Tu ne travailles pas, tu as plus de milliards que les autres. Ça doit se justifier. Il faut être clair dans ce pays-là. Je ne fais rien, je dors, je me réveille, j'ai plus d'argent que les gens qui travaillent. Ça veut dire que le pays n'avancera pas. Je suis entièrement d'accord sur ça. C'est des positions sur lesquelles je suis d'accord. Il n'y a pas trop d'enjeux par rapport à cette déclaration de patrimoine, mais c'est quand même symbolique. Nous devons donner le top. Nous avons donné l'exemple. Alors, je pense fondamentalement que c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas que l'idée d'aller vers la transparence soit partielle. Le combat que les députés doivent mener, c'est qu'il y ait de la transparence dans la gestion des deniers de l'Assemblée nationale. C'est cela le plus important. Solution imminente à la rupture de l'oignon dans le marché. 4000 des 7000 tonnes au port seront débloquées pour justement alimenter le commerce, mesure à l'issue d'une rencontre tout à l'heure entre l'ARM et les acteurs de la filière. Nous y revenons tout à l'heure avec Dissa Prera et Ibou Cissé. Le conseil interministériel s'est penché sur la relance du tourisme. Le gouvernement qui vise au moins 1 500 000 touristes entre 2016 et 2023. Le Premier ministre Aminata Touré a profité de l'occasion pour annoncer la création de l'agence pour la promotion du tourisme. Agence approuvée par le chef de l'État Macky Sall, Diafaraba Daoudosow. Des échanges sur les forces et faiblesses du secteur, un plan stratégique de relance du tourisme a été validé. Un des objectifs fixés, l'accroissement du nombre de touristes au Sénégal entre 2016 et 2023. Atteindre 1 500 000 touristes à l'horizon 2016 et également atteindre 3 millions de touristes à l'horizon 2023. Donc une cohérence parfaite avec le plan Sénégal émergent. Le Sénégal a tous les atouts nécessaires pour développer son tourisme. Les acteurs du secteur présents à la rencontre se disent optimistes quant à la relance du tourisme. Ils magnifient également l'intégration des différents ministères concernés pour le développement de l'activité. L'ensemble de ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que si véritablement l'ensemble des ministères concernés mettent la main à la pâte. Donc c'est ça notre satisfaction d'aujourd'hui et nous on est optimistes, nous on n'est pas inquiets, on est confiants et nous avons beaucoup d'espoir en la réalisation de cette affaire. Face à la cherté de la destination Sénégal, le ministre annonce une baisse de certaines taxes en vue de mieux attirer les touristes. Il est aussi envisagé d'explorer d'autres types de tourisme, comme celui culturel, d'affaires ou religieux, entre autres. Les études ont montré que nous avons un aéroport cher. C'est la réalité, il faut dire les choses comme elles se présentent. Mais de ce point de vue-là, nous sommes en train de faire des études pour, d'une part, revoir à la baisse certaines taxes. Évidemment, il y a une taxe qui est une taxe pour laquelle nous avons des conventions, c'est le cas de la RDIA. À travers ce conseil interministériel sur le tourisme, le Sénégal veut consolider sa position sur le marché français, mais aussi redynamiser d'autres marchés tels que l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et bien d'autres pays de la sous-région. Dans le sud du pays, à Ziguinchor, les femmes de l'Union centriste du Sénégal, l'UCS, ne sont pas satisfaites du travail de Macky Sall. À leurs yeux, le président de la République déroule des projets de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Leur note d'un bilan d'étape aurait été négative. Les militantes de Abdoulaye Baldé étaient en assemblée générale à Ziguinchor, ce pour marquer leur rentrée politique. Boubacar Diassi. C'est cette ambiance bon enfant qui a ponctué l'Assemblée générale de rentrée des femmes de l'UCS. Son objectif, aller à l'assaut de nouveaux militants tout en bien gardant les arrières. On a mobilisé les femmes pour élargir notre parti. Abdoulaye Baldé a fait 4 ans à Ziguinchor, mais il a totalement changé cette commune. Les femmes centristes de la capitale de la région sud sont
façon formelle par rapport au bilan d'étape du président Macky Sall. Qu'est-ce que Macky Sall a prouvé? Je n'ai pas vu ce que Macky Sall a fait durant ces 2 ans-là. Macky Sall est en train de dérouler les œuvres de Abdoulaye Wade. Par conséquent, on ira aussi à la présidence pour récupérer le fauteuil de Macky Sall. Inch'Allah. L'Assemblée générale de la junte féminine centriste s'est terminée dans la sérénité, à la différence de celle tenue quelques heures plus tôt par les hommes. En effet, cette dernière s'est refermée dans la confusion. Santé, le programme national de lutte contre la tuberculose à l'assaut des établissements scolaires sénégalais. Ils serviront justement de caisse de résonance de l'information et de la sensibilisation. Le lycée pilote John Fitzgerald Kennedy, un choix bien entendu étudié, un choix qui n'est pas du tout anodin. Nous verrons le sujet de Cheikh Abdoukadir Mbakesek sans doute avant la fin de ce journal. Cantine scolaire, le gouvernement du Sénégal vise plus de 3050 établissements, un projet soutenu par la FAO et le programme alimentaire mondial, le PAM. Déjà 53% dans l'élémentaire et 7% dans le préscolaire. Écoutez. Le forum offre l'opportunité de discussion approfondie pour produire un plan d'action visant la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire durable et soutenable. Actuellement, les 3 principaux acteurs qui interviennent dans l'alimentation scolaire au Sénégal sont le programme alimentaire mondial, PAM, l'État du Sénégal, contreparts internationales et certaines collectivités locales. L'intervention du PAM touche près de 500 000 élèves, soit un quart des bénéficiaires du pays, dans près de 3050 écoles élémentaires, établissements préscolaires, daara et structures d'accueil d'enfants de la rue. Serigne Mbaye, le ministre de l'Éducation, qui nous parlait de ces cantines scolaires avec ce projet soutenu par le PAM et la FAO. Je vous le disais déjà, 53% en abrite dans l'élémentaire et 7% dans le préscolaire. Le focus de ce soir à présent sur les cuisses de poulet. Les cuisses de poulet qui envahissent nos marchés, un produit surgelé, importé. Les vendeurs s'exposent à des amendes, mesure loin d'ailleurs de les dissuader. Si vous vous souciez très peu de votre bien-être et de votre santé, vous pouvez en trouver dans le marché noir. Ibou Diouf, Maimouna Ndiaye. La vente des cuisses de poulet importées était interdite au Sénégal depuis 2005, une mesure prise suite à l'apparition de la grippe aviaire en Europe. Aujourd'hui, le commerce a repris. Les vendeurs usent de 1000 astuces pour écouler leurs produits. Certains vendent ces cuisses en cachette. À la place des caisses, ils les mettent dans des sacs pour éviter tout soupçon. Ce commerçant était dans le business. Il a dû abandonner pour ne pas être repéré. J'ai arrêté de vendre les cuisses de poulet importées parce que je ne veux pas qu'on me crée des problèmes. Pour empêcher l'entrée des cuisses de poulet dans le territoire sénégalais, ce commerçant propose un contrôle accru dans les frontières. Il appartient à l'État de faire preuve de plus de vigilance. Par exemple, installer une haute surveillance aux frontières. La vente de cuisses importées interdite, les commerçants récalcitrants encourent de fortes amendes, conformément à l'arrêté numéro 77-17 du 24 novembre 2005. Et puis, au-delà de l'origine douteuse de ces morceaux de volaille, la chaîne de froid préoccupe également les nutritionnistes. L'intoxication alimentaire est le moins pire de tout ce que vous risquez. Les poulets sont malades. En général, la toxicité part au niveau des ailes ou bien au niveau des cuisses de poulet. Mais on a plus de problèmes aussi avec la conservation. Parce que si on regarde le circuit, ce sont des aliments qui sont importés. Donc il faut que la chaîne de froid ne soit pas rompue. Donc il faut toujours les conserver dans la même température, mais c'est le problème qu'on a avec les vendeurs de cuisses de poulet au marché, parce que déjà ils les exposent à la poussière et parfois aussi
le degré de conservation de ces cuisses de poulet n'est pas bien respecté. Donc de ce fait, les cuisses de poulet sont contaminées. Il y a des présences de couleur verte, ou bien quand on touche les cuisses de poulet, on sent que la chair est moelleuse. Donc ça, si l'individu le consomme, ça peut lui amener des problèmes d'intoxication alimentaire. Et heureusement, devrait-on dire, le traumatisme de la grippe aviaire de 2005 est encore frais dans les esprits de plusieurs ménagères au Sénégal. Une peur qui sans doute limite les dégâts. Les cuisses de poulet importées ne m'en rassurent pas du tout. La conservation, par exemple, pose problème. Vraiment les poulets dits du pays. Moi, je préfère le poulet. Les gens l'achètent parce que ça coûte moins cher. J'ai plus confiance pour la conservation, pour l'hygiène. nga jënd ginaar rayal ko sa bopp defaral ko sa bopp man moo ma gën a. dama ko wóoluwul daal parce que xaw ma exactement fan lay jógee. Mafatou, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Coup de sifflet de départ, football d'abord. Avec le Jaraaf qui doit renverser la vapeur ce samedi face au club ghanéen Edbousois-Douars. C'est un match important pour le tour préliminaire de la Coupe CAF. Après avoir perdu la manche aller 1-0, les Verts et Blancs ont misé sur un travail conséquent pour décrocher la qualification et bien sûr renverser la vapeur. Reportage Abdelaziz Kane, image Khalingay. Attaquer, dribbler et marquer. La voie semble toute tracée pour le Jaraaf pour venir à bout du club ghanéen Edbousois-Douars et combler le retard d'un but accusé au match aller. On aura certainement une équipe du Jaraaf portée vers l'offensive pour refaire le retard, mais aussi essayer de prendre de l'avance face à certainement une équipe ghanéenne qui viendra pour défendre crânement son avance. Ça veut dire déjà un match tactique très difficile, mais nous, on a une obligation, c'est de qualifier l'équipe. En perspective donc de ce match retour des préliminaires de la Coupe CAF, le Jaraaf a axé sa préparation sur le travail offensif. On va préparer ce match pour le gagner parce que c'est un match Coupe d'Afrique, c'est le premier tour. Il faut qu'on se qualifie pour chercher le deuxième tour. Et je crois qu'on a tout près de la qualification parce que 1-0, je crois que c'est jouable. Et aussi on va jouer chez nous et je crois qu'on va faire tout mentalement pour attaquer et pour gagner ce match. Malgré l'obligation de marquer qui s'impose au Jaraaf, Abdoulaye Sarr n'oublie pas d'insister sur l'équilibre que devra présenter sa formation. Dans ce genre de match, il faut aussi une équipe équilibrée. Parce que porter vers l'offensive ne veut pas dire se découvrir. Il faut être costaud, solide derrière. Donc je pense que l'équilibre de l'équipe sera constant dans n'importe quelle phase, offensive ou défensive. Et pour ne pas être pris au dépourvu dans cette manche retour, le Jaraaf s'est préparé à toute éventualité, jusqu'à la séance des tirs au but. Demain au stade d'Amba Diop à partir de 16h30 et puis le tour préliminaire de la Coupe CAF concerne cette fois-ci plutôt de la Ligue des Champions concerne cette fois-ci Diambar présent à Ouagadougou depuis hier. Les jeunes de Saly vont défier l'Asfa Yenenga qu'ils avaient dominé le week-end dernier sur le score d'un but à 0. La rencontre est prévue à 15h. Le stade Amadou Barry de Guédiawaye aura sa pelouse synthétique d'ici le mois d'avril. Annonce faite par Mbaye Faye, entrepreneur chargé de la pelouse. Nous l'écoutons au micro de Cher Salibou Diarra et Youssou Baro. On a fini le terrassement, l'assainissement, la canalisation, les gros œuvres, tout est terminé. Le gazon est déjà à Dakar, on est en train de faire les formalités pour les sortir. Nous pensons que d'ici 30 marchés, on peut livrer les pelouses. Autre stade qui a besoin de réflexion, celui de Jules-François Bocandé à Ziguinchor. Selon le maire de Ziguinchor, 50 millions de francs CFA ont été dégagés par la municipalité pour la réhabilitation de l'infrastructure sportive. D'autres projets sont en vue également pour les sportifs de la région. Monsieur Abdoulaye Baldé au micro de Cher Salibou Diarra. Et au niveau du stade de Néma, nous avons d'autres projets, la construction d'un certain nombre d'infrastructures qui sont liées au judo, parce que nous sommes aussi une ville de judo, une ville d'arts martiaux. Mais aussi, nous avons un projet de construction d'une piscine municipale dans l'enceinte.
pour que ce soit vraiment un sport omnisport. Et nous avions aussi demandé au président Lamine Diack de nous assister pour faire une piste d'athlétisme, une ville sportive. Nous sommes une région sportive et il est important de développer les infrastructures sportives. Nous allons faire le stade, le gazon. Nous avons prévu un budget de 50 millions, ce n'est pas beaucoup. Mais pour ce qui concerne les autres infrastructures, nous sommes en train de travailler avec des partenaires. Et puis, dans le cadre de sa visite au Sénégal, Georges Weah a rencontré cet après-midi le roi des arènes, Balla Gaye 2, des images que vous pourrez découvrir dans nos prochaines éditions. On termine avec du basket, démarrage de la deuxième journée. Donc, ce vendredi, en National 1 féminin, Jaraaf faisait face tout à l'heure à la SC Bop. Et puis, le choc de ce jour concerne les hommes. En ce moment même, l'université Gaston Berger rencontre l'AS Douanes. Voilà, Khalifa, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Mme Fatou Ndoye. Ce 14 février, fête de la Saint-Valentin, une célébration futile pour certains Sénégalais qui disent avoir d'autres priorités que de fêter l'amour. Tiens, Laurent Mendy, Cheikh Abdou Kadir Mbacké Seck. Voilà sa réponse. Il ne savait pas le 14 février était la Saint-Valentin. Ce vendeur de café Touba a d'autres préoccupations. C'est bien de fêter la Saint-Valentin, mais je n'étais pas au courant. En plus, je travaille. Il y en a qui la fêtent et je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Je ne suis pas venu à Dakar pour jouer. J'ai laissé mes parents au village, donc je dois travailler. Contrairement à lui, d'autres sont au courant de cette fête des amoureux, mais leurs activités ne leur permettent pas de la célébrer. Je n'ai même pas le temps. Je travaille la journée car c'est ma priorité. Franchement, c'est le boulot qui prime. Non, c'est vrai, je ne la célèbre pas car je ne sais pas ce que c'est que la Saint-Valentin. Je vais au boulot très tôt et je rentre très tard. Ces genres de fêtes, c'est pour ceux qui ne font rien. Le Baïfal n'a pas ce temps. J'ai pris connaissance de cette fête depuis que je suis venu à Dakar. Certaines personnes estiment que la Saint-Valentin relève de la futilité. En plus, la conjoncture actuelle n'est pas favorable. Ce sont des futilités. Moi, ma Valentine, c'est mon game. Je suis lutteur. C'est mon boulot qui me préoccupe et non la Saint-Valentin. En plus, la cherté de la vie rend difficile les choses. C'est des futilités. À l'origine, une fête païenne, aujourd'hui la Saint-Valentin est célébrée partout dans le monde. Le Sénégal n'est pas en reste, même si beaucoup de gens l'ignorent encore. Alors, vive l'amour et votre antenne ce soir vous plonge dans Love Connect, une émission spéciale tout à l'heure. Ce sera un programme qui sera en direct de Si Plaza. Adja Degen Chimer Diallo Babou vous accompagne aux côtés de Boubacar Diallo. Les couples donc sont déjà sur les starting blocks pour une bien bonne soirée de rêve et d'amour. On connaîtra également à l'occasion de ce programme spécial Saint-Valentin le couple vainqueur de votre émission de télé-réalité, Seibi. Nous fermons ce journal avec ce sujet sur l'oignon. Je vous en parlais en cours d'édition. La solution est bien imminente à la rupture de l'oignon dans le marché sénégalais. En effet, 4000 des 7000 tonnes au port de Dakar seront débloquées pour alimenter le commerce. La mesure a été annoncée à l'issue de la rencontre en fin de journée entre l'ARM et les acteurs de cette filière. Dissa Préra. Le débat était houleux entre les différents acteurs de la filière oignon, la cause de l'approvisionnement du marché pour ce mois de février. Sur les 7160 tonnes d'oignons importés et bloqués au port de Dakar, 4000 vont être dégelés à partir de ce 24 février. L'arrivée de ces 7000 tonnes sur le port, avec l'arrivée maintenant de la production locale, il y aura un chevauchement. Donc l'État s'est régulé. Donc il ne faut pas que d'une part que ceux qui ont des stocks au port pendant longtemps puissent perdre de l'argent et que l'arrivée également de la production locale puisse en souffrir également. Un dégel partiel de ce stock qui n'est pas du goût des importateurs. Ces derniers estiment que la quantité est dérisoire. Ils projettent même de porter plainte contre l'État du Sénégal s'il ne sursoit pas à cette décision. Nous disons que c'est déjà une perte pour les commerçants. Et d'autre part, l'État n'a pas le droit de sacrifier des opérateurs économiques au profit d'autres opérateurs économiques. L'État voudrait que ce qui est déjà arrivé au port et qui paye déjà des frais soit laissé pour compte et qu'on en sorte juste 4000 tonnes sur les 7000 tonnes. Ça n'a rien à voir, c'est pas financier, c'est pas commerçant.
Si l'État ne fait pas ce qu'il faut faire, nous porterons plainte et au niveau de l'OMC. Chez les producteurs, cette décision sème la discorde, mais de l'avis de leurs représentants, l'essentiel est d'alimenter le marché local en attendant l'arrivée de l'oignon local. Actuellement, le soble n'est pas encore mis à 100%. D'ici 25 jours ou un mois, c'est ça que le oignon va mis, c'est ça que nous va faire. C'est ça qui est bon pour la masse. Il faut nous sortir quelque chose pour ça. Il faut nous sortir quelque chose pour animer la marche. C'est ça qu'on est en train de dire. Présentement, l'oignon est en rupture dans le marché sénégalais. L'importé se vend à 500 francs le kilogramme et le local coûte 450 francs. Des prix élevés qui vont se stabiliser au plus tard en mi-mars. Bonne soirée sur TFM.